Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, c'est Hubert de Boisredon, le président d'Armor Group, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes pour détailler son nouvel engagement stratégique et aussi parler du compagnonnage, méthode de management qui l'explique dans son livre Le courage des chefs. Auparavant, je reçois Marie-Odile Foucras, qui est architecte, urbaniste et qui viendra nous présenter ce projet artistique Envol qui a réuni détenus et lycéens pour la réalisation de 2 sculptures à Poissy. Dans notre débat, on parlera de la décarbonation des industries du verre, production très énergivore qui utilise des fours à très haute température. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la start-up du jour, c'est tout pour les aidants.com, c'est une plateforme en ligne pour aider les aidants, tout simplement. Voilà pour les titres. C'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie-Odile Foucras. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes architecte, vous êtes urbaniste et vous allez nous présenter un projet artistique Envol, projet magnifique qui a réuni détenus et lycéens dans la réalisation de 2 sculptures à Poissy. Mais d'abord, je veux apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous anime? Quel projet vous privilégiez comme architecte, comme urbaniste? Alors, les projets qu'on privilégie à l'agence, c'est essentiellement des projets de logement, déjà, c'est-à-dire au sens très très large du terme, bien entendu, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on privilégie de plus en plus des projets qui mettent en lumière des gens, les gens que j'appelle invisibles, un petit peu aux yeux de la société. C'est-à-dire, ça peut être des gens handicapés, polyhandicap, des gens aussi avec des handicaps plus légers. Et puis, dernièrement, les gens qui sont enfermés vraiment et hors de la société, ce que j'appelle vraiment les murs qui coupent et qui isolent des détenus. C'est tout à fait nouveau. On ne connaissait pas du tout ce secteur-là. On a un principe à l'agence, quand on fait un projet un petit peu important, on propose à la ville de faire un projet solidaire en parallèle. D'accord. Et à Poissy... Donc là, en l'occurrence, c'est à Poissy. Voilà. À l'époque, c'est Carl Olive qui est le maire de Poissy. On parle de quoi? D'un écoquartier de la ville, c'est ça? L'écoquartier Rouget de Lille. On gagne un très beau lot, assez important. On est très contents. Et je dis à Carl Olive, je ferai un projet solidaire avec ce projet. Et puis, petit à petit, je mets en place ce projet solidaire en disant, Poissy, c'est la maison centrale. Alors, pour le coup, c'est une maison centrale et elle est au centre de Poissy. On ne peut que la voir. C'est-à-dire que les gens vivent autour de cette maison centrale. Mais l'idée d'aller travailler uniquement avec des gens à l'intérieur d'une prison, c'était pas le but, parce que j'essaye justement de me dire on va ouvrir la ville, parce que pour moi les murs n'ouvrent pas normalement, ils font des liens. Bon, là c'est un petit peu différent. Et donc vous avez cette idée de réunir finalement autour d'un projet des détenus de la maison centrale de Poissy, donc on parle de longue peine, maison centrale, et des lycéens d'un des lycées de la ville, c'est le Corbusier. C'est pas parce que c'était le lycée Le Corbusier. C'est pas une architecte qui même si on est... Voilà, ça vous a plu comme choix, mais c'est pas vous qui l'avez initié. Et donc, autour d'un projet, alors là, il faut citer un personnage important de l'histoire, qui s'appelle Emmanuel Michel, qui est un peintre, qui est un sculpteur, qui va driver tout le monde. Avec une contrainte, c'est que les lycéens travaillaient d'un côté, les détenus de l'autre. Ça, c'est l'administration pénitentiaire qui vous l'a imposé d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée... Alors, je suis toujours très naïve quand je vais proposer les projets solidaires. J'ai toujours l'impression qu'on peut faire plein de choses, ce qui est très bien, parce qu'à la limite, c'est aussi... cette naïveté fait un petit peu avancer les choses. Et je demande à la maison centrale, à l'administration pénitentiaire, la possibilité, au minimum, de faire des visios entre les lycéens et les détenus. Parce que je savais que les détenus auraient beaucoup de mal à sortir. C'était assez clair. Et en fait, on me dit non, même pas un lien direct par visio. Alors on propose, puisque associé à cette opération, il y a un cinéaste aussi, et le jeune cinéaste me dit... on peut Arthur Michel, qui est le fils d'Emmanuel Michel. Et voilà, donc c'est le couple père-fils qui travaille là-dessus, et qui me dit, écoute, on peut faire des capsules, on filme les lycéens à la fin d'un atelier qui parlent aux détenus,
on le projette au début d'atelier des détenus et puis vice-versa. Et finalement, le dialogue s'installe comme ça, avec cette idée aussi que le dialogue passait par l'art, par le dessin, par plein de choses. Donc, c'est pas que la parole, heureusement, parce que ça, c'était extrêmement intéressant et très bien drivé par Emmanuel Michel, qui est Et alors, il se effectivement... trouve que j'ai eu la chance de voir le film hier, qui est un très beau documentaire qui raconte cette histoire. Et donc, le choix, évidemment, est très symbolique de ces statues qui vont représenter Dédale et Icare, donc le père et le fils. On est dans la mythologie, on est évidemment dans des thématiques d'enfermement. Dédale, c'est ce labyrinthe qu'il a créé, de l'envol. Icare qui va rêver de s'envoler et qui va se brûler les ailes en s'approchant trop près du soleil. Le choix, il s'est imposé de lui-même. Pourquoi vous avez choisi Dédale et Icare comme statue? Parce que c'est le talent d'Emmanuel Michel, qui un dimanche matin, depuis son jardin, m'a appelé et me dit pourquoi on ne ferait pas le mythe de Dédale et Icare. Et il m'a déroulé tout son argumentaire. Je lui ai dit, c'est évident, bien entendu. Et en fait, on s'est aperçu que, comme souvent dans la mythologie, le point de départ étant l'histoire, bien entendu, mais en fait, les détenus notamment ont réécrit une histoire qui était très liée à la leur. Et en fait, les échos par rapport à leur vie ont été très forts, très très forts. Et notamment un élément qui nous a énormément fascinés, c'est que, Maison Centrale, on sait que la plupart du temps, il y a eu des homicides, que c'est des gens... Voilà. Or, ils ont vraiment décidé que Icare ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas quasiment redonner la mort une autre fois et la montrer dans l'espace public. Et ça a été assez fascinant. Ça a été vraiment très fascinant. Et puis le rôle du père et du fils, tous les échos qu'il y avait dans leur vie. Et puis finalement, tout ça drivé par un couple de père et fils. Oui, en plus, c'est vrai que c'était le fils qui filmait son père, donc il y avait une résonance et une mise en abîme qui était passionnante. Et un duo exceptionnel, en plus. Donc, ils avaient sous leurs yeux un duo... Alors, ici, on parle de RSE. Là, on est vraiment dans le S de sociétal et de social, avec une entreprise, un cabinet d'architectes qui œuvre en la matière, et avec une thématique qui est la thématique de l'enfermement des détenus et de la récidive. Ce chiffre, 63% des détenus récidivent dans les 5 ans qui suivent leur libération en France. On est en retard par rapport à d'autres pays européens. Là, c'est un constat d'échec collectif, d'une certaine façon. Oui, enfin, je crois qu'on peut parler de ça. Hier, j'ai dit à un moment donné que dans l'Assemblée, il y avait à peu près toutes les administrations, toutes les institutions, sauf des élus qui avaient été invités. C'est un sujet qui n'est pas abordable pour les élus, quasiment. C'est très compliqué. C'est pas porteur politiquement de dire on va œuvrer pour la réinsertion des détenus. Exactement. C'est pas politiquement correct, on dirait. Voilà. Et finalement, c'est un petit peu le discours de Foucault, c'est-à-dire que même la prison ne suffit pas, ou de Robert Badinter, qui nous a soutenus avant de décéder, puisqu'il a suivi l'œuvre, et Elisabeth Badinter continue à nous soutenir. En fait, ce n'est même pas assez que les gens soient enfermés, il faut qu'ils payent encore plus. Et surtout, il faut les rayer de la société. C'est-à-dire que cette insertion est très compliquée. Nous, on l'a gérée à l'agence pour un jeune détenu. On a vu tous les obstacles qu'il fallait franchir. Ce qui est une absurdité économique, parce que un euro d'argent public qu'on dépense pour la réinsertion, il va rapporter. Parce que s'il n'y a pas de récidive, il n'y a pas tous les dégâts qu'une récidive provoque dans la société. Mais ça ne passe pas, ce discours. Non, ça ne passe pas, parce que d'abord, ils sont coupés de la vie. Vraiment, quand je dis coupés de la vie, c'est vrai. On passe le mur de la prison. Même à Poissy, on est dans une ville. On quitte la ville quasiment. Il n'y a que les oiseaux qui passent au-dessus qui nous rappellent que la ville est là. Quoi. Bon. Et qui nous ramène au rêve d'Icare. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a un système comme ça. Et je dois dire quand même que l'administration pénitentiaire fait des efforts pour faire beaucoup d'activités quand même, pour maintenir des activités. Mais il y a un moment où les détenus lâchent. C'est-à-dire que c'est trop difficile d'être enfermé, inactif. Nous, on a eu beaucoup de mal. On n'avait pas compris, mais en fait, on a eu une fidélité dans ce... Et c'était exceptionnel. Que les détenus restent, parce que ça a duré 2 ans. Hein, ça évidemment, a duré 2 ans. Les statuts, elles ne se fabriquent pas d'un claquement de doigts. Et c'était très long, en fait. Et parce qu'ils perdent leurs repères, il n'y a plus d'emploi du temps, il y a plus de... On se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On se coupe d'une société, puisque normalement,
on n'a pas de portable, on n'a pas... Enfin, voilà. Oui. Voilà. On Bon, sait que certains, on va pas. et certains mais d'ailleurs, Oui. vous parlez des efforts que l'administration pénitentiaire peut faire. Il y a dans le documentaire un exemple de détenu Bien qui sûr. va, parce qu'il a trouvé un emploi, Bien parce sûr. qu'effectivement, il a été un détenu exemplaire, il va Oui. réussir à sortir avant la fin de Oui. sa peine. Je voudrais qu'on parle du destin de ce film En vol, donc réalisé par Arthur Michel. Où est-ce qu'on peut le voir Voilà, on en est où de cette histoire-là? Alors, on espère maintenant qu'il est terminé. C'est Ouais. vrai on n'est pas des professionnels, hein, donc on a fait un peu par étapes. Et en fait, on espère maintenant pouvoir le diffuser. Alors, soit dans des festivals. Le précédent film qu'on avait fait, nous, sur le polyhandicap pour une maison d'accueil spécialisée, circule dans des festivals et commence à bien circuler. En fait, Arthur est très ouvert par rapport à cette diffusion. C'est un de ses premiers films, il est très jeune, il a investi toute son énergie, toute son humanité dans ce film avec des très très belles images, enfin quelque chose de très beau. On en a vu évidemment quelques-unes en illustration. Il y a aussi un livre, Oui. et je veux bien qu'on termine là-dessus, il nous reste à peu près 1 minute, qui raconte l'histoire de ce projet et qui en plus est au bénéfice d'une cause, la lutte contre le cancer des enfants, Oui, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, en réalité, pour les détenus, c'était compliqué qu'ils aient le film. Même si on peut le diffuser une fois, et avoir un livre, pour eux, c'était extrêmement important. Je considérais que c'était très important. Donc, on a fait vraiment le compte-rendu des 2 ans dans ce livre, avec les images du film, d'ailleurs. Tout le monde parle, Emmanuel Michel, Arthur et moi-même. Et on a, dans les statuts, tout le monde a mis des petits signes. Donc, il y a aussi toutes les histoires personnelles des donateurs, de tout le monde. Et il y a un petit signe d'une petite fille, Joséphine, qui est décédée d'un cancer, et je connais les parents. Et en fait, on a 50 livres qui sont destinés, il y en aura plus si plus de gens veulent acheter, bien entendu, qu'on peut acheter sur le site des éditions Jarcotte, je crois qu'on peut le dire. Et tout l'argent ira à cette fondation qui s'appelle Joséphine Power, mais qui est abritée par Imagine for Margot, qui est une association très connue. Et cette petite Joséphine, d'ailleurs, je le dis, elle est à côté d'Idis, la grand-mère de Robert Badinter, que j'avais joint en lui disant, au lieu de mettre vos initiales à vous, je vais mettre le prénom de votre grand-mère en yiddish, si vous le voulez bien, puisque c'était une passion, sa grand-mère. Ouais. Il m'a dit, Idis, qui était analphabète, aurait adoré cette œuvre. Et on a mis Joséphine à côté d'Idis en se disant que... Parce que les détenus, les lycéens ont tous mis leurs initiales ou un signe qu'on peut voir sur les 2 statues. C'est ça. Et on retrouve cette histoire dans le livre. Donc, parallèle. Édition Jarcotte. Ça s'écrit comment? J-A-R-K-H-O-T. Voilà, si vous voulez participer, achetez ce livre, et en espérant voir très vite ce film qui est vraiment magnifique, et pourquoi pas, tiens, allez voir ces statues dans les coquartiers Rouget de Lille à Poissy. Merci beaucoup, Marie-Adèle Foucras, d'être venue nous présenter cette très belle histoire. À bientôt sur nos antennes. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va parler décarbonation des industries du verre. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des industries du verre avec Jacques Borda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des industries du verre, et Magali Filu, bonjour. Bonjour. Délégué général de Brasseurs de France. Allez, quelques mots de présentation rapide. La Fédération des industries du verre, pour commencer, vous représentez le secteur, c'est combien d'entreprises, d'emplois? C'est 24 entreprises, 17 000 salariés, plus de 40 usines en France, et on couvre différents secteurs, l'emballage, alimentaire, parfum cosmétique et pharmacie, le vitrage, le verre plat, dans le bâtiment et dans l'automobile, les arts de la table, la laine de verre, la fibre de verre et les verres spéciaux. Ouais. Voilà. Et donc, on l'a vu, 40 sites industriels, près de 18 000 salariés. Brasseurs de France, il y en a combien de brasseurs en France aujourd'hui? Parce que je vous aurais posé la question il y a 10 ans, ça aurait été plus simple, ils étaient moins nombreux. Alors aujourd'hui, le secteur brassicole, c'est environ 2500 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire français. Alors on le dit couramment qu'il y a toujours une brasserie à moins de 30 km de chez soi. Donc ça se vérifie la plupart du temps. Donc effectivement, ça a été un moment de création de brasserie à partir des années 2000-2010, puisque dans les années 80, il n'y avait plus qu'une trentaine de brasseries en France. Mais même si on est le premier pays en nombre de brasseries, on est le dernier pays européen en termes de consommation de bière. C'est vrai ça, donc il y a encore de la marge. Alors je disais que les jeunes boivent de plus en plus de bière et de moins en moins de vin.
En fait, non. D'une manière générale, toutes les filières de boissons alcoolisées, on a une perte de consommation depuis maintenant 10-15 ans. Donc, effectivement, la bière, comme les autres filières de boissons alcoolisées, on a une diminution de la consommation de boissons. Alors, on a la chance dans la bière d'avoir la bière sans alcool, qui est par contre un segment qui se développe. Bon, très bien. Et à chaque fois qu'on parle d'alcool, je donne évidemment le message officiel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va parler de décarbonation. À quel point pour l'industrie du verre, c'est un enjeu important. Il faut peut-être rappeler à quel point le verre mobilise de l'énergie pour être fabriqué déjà. Oui, le verre demande de l'énergie pour être fondu au niveau des matières premières. À très haute température, on chauffe entre 1300 et 1500 degrés, principalement avec du gaz naturel et de l'électricité. Et donc on émet du CO2. On émet au niveau français 0,6% des émissions totales et on émet par rapport à l'industrie qui représente 20% des émissions, 3% des émissions. Oui. Globalement, l'industrie a déjà fait un gros travail sur la décarbonation, plus que d'autres secteurs émetteurs comme les transports ou le bâtiment, où là, il y a vraiment un chantier majeur. Mais c'est pour nous, aujourd'hui, très clairement, la priorité d'action de décarboner nos emballages. Avec quel levier ? Alors, les leviers, on les a identifiés. Ils sont clairement identifiés. Ils sont nombreux. Le premier levier, c'est effectivement de changer le mix énergétique. Aujourd'hui, 80% de notre énergie est fournie par le gaz et 20% par l'électricité. L'idée, pour faire très simple, c'est d'inverser quasiment le mix énergétique, donc de passer avec des fours qu'on va appeler hybrides vers 80% d'électricité et 20% de gaz. Et on a l'avantage en France d'avoir une électricité qui est très fortement décarbonée parce qu'on a le nucléaire, les énergies renouvelables, etc. Donc on a un vrai atout à faire valoir au niveau de la décarbonation. C'est un enjeu pour la filière des brasseries. Quelle quantité de verre, évidemment, alors il y a aussi des canettes, mais quelle quantité de verre vous mobilisez, vous utilisez ? C'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important puisque notre objectif, effectivement, c'est de décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, l'emballage, d'une manière générale, représente à peu près 40% sur nos émissions carbone dans la filière brassicole. Donc c'est un enjeu très très fort sur lequel on travaille beaucoup justement avec les fournisseurs, c'est-à-dire les verriers. C'est un enjeu absolument primordial pour nous. Effectivement, avec donc, si j'ai bien compris, des fours qu'il va falloir changer. Donc comment vous accompagnez c'est des investissements sans doute assez lourds, colossaux. Je rappellerai juste qu'un four, la durée de vie d'un four verrier, c'est de l'ordre de 15 ans. Et donc, on ne peut faire ces changements de mix énergétique uniquement à la reconstruction des fours. Donc, c'est une fois tous les 15 ans. Donc, on a une fenêtre de tir qui est très précise. Si on la rate, on repart pour 15 ans. Et donc, aujourd'hui, on est en train de s'engager dans cette voie de décarbonation en reconstruisant nos fours sur un mode de four hybride qui seront très fortement électrifiés. Donc, c'est vraiment un axe majeur. Et on a un four électrique qui s'est construit chez Verallia en 2024, 100% électrique celui-là. Et on a sur le début de l'année 2026 2 fours hybrides, l'un chez Verallia et l'autre chez l'autre grand verrier qui est Hawaii, qui seront des fours hybrides qui vont démarrer concrètement sur début 2026. Donc on est vraiment dans une feuille de route qu'on a fait avec les pouvoirs publics, avec le ministère de l'Industrie, avec l'ADEME. Et cette feuille de route, elle est vraiment en train d'être déclinée et mise en œuvre. C'est une feuille de route complexe. Vous l'avez dit, il y a des investissements majeurs à soutenir. Et puis, il faut aussi avoir une énergie électrique compétitive, disponible et qui arrive dans l'usine. Et on pourra en reparler après sur les questions de raccordement qui, quelquefois, représentent un équilibre. À quel point vous, brasseurs, mettez la pression aux industriels du verre pour vous fournir des bouteilles un peu plus décarbonées, on va dire ça comme ça ? Je crois que c'est pas une pression, même si sans parler du jeu de mots de la bière, mais en tout cas, c'est vraiment un travail en commun. Le travail, je dirais, il a commencé déjà avant, c'est-à-dire avec toute l'éco-conception, c'est-à-dire d'avoir des bouteilles les plus légères possibles. C'est-à-dire que là, on a déjà eu un effet très très fort en termes de bilan carbone, et c'est un travail qui a commencé depuis plus d'une dizaine d'années. Effectivement, les nouvelles technologies, la recherche et le développement ont permis d'alléger de manière très importante les bouteilles. Et puis après, le deuxième sujet qui est un sujet important et qui a été mis en œuvre depuis 20, 30 ou même 40 ans, c'est-à-dire de préserver les ressources naturelles, c'est-à-dire de recycler, c'est-à-dire d'avoir une incorporation de matières recyclées importante dans les bouteilles. Et ça, le premier geste, c'est le geste consommateur, c'est-à-dire de mettre ces bouteilles en verre
dans les points d'apport volontaires ou dans sa poubelle verte d'une manière générale pour qu'elle puisse être recyclée. Avec ce chiffre, le taux de recyclage du verre, il est quasiment 78%, ça c'est le chiffre 2023, peut-être qu'il s'est amélioré, je ne sais pas si vous avez des données plus récentes. On est à 84%. Donc ça taux de progresse. recyclage, et ça continue, alors c'est déjà très élevé, beaucoup, ça continue à progresser année après année. On a commencé à recycler le verre en 74, il y a 50 ans, après le premier choc pétrolier. Donc l'idée était simple, la France n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Donc l'idée avait été pionnière, c'était de développer le recyclage. Et comme le dit Magali, on voit effectivement aujourd'hui que le geste de tri par le consommateur est très ancré, très présent. Et on continue à progresser. On a encore des progrès à faire dans les grandes villes. En habitat vertical, c'est là où les performances sont moins bonnes. Mais on a sur la collecte de verre un engagement très fort, à la fois des metteurs en marché, des embouteilleurs, et aussi des collectivités territoriales. Les communes de France sont très engagées pour faire progresser la collecte verre, donner des moyens de collecte qui soient faciles d'accès, agréables, etc. Ouais. Et on est à quel pourcentage de verre recyclé dans les bouteilles de bière aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est pas une colle, mais... Non, aujourd'hui, on est autour de 85%, 90%. Ça va dépendre du type de verre. Là, je ne parle pas uniquement pour la filière brassicole, mais en filière brassicole, on est dans ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, effectivement, utiliser du calcin, c'est-à-dire des bris de verre, aujourd'hui, ce calcin permet d'économiser à la fois de l'énergie et à la fois, évidemment, des ressources naturelles. Donc pour nous, c'est un enjeu important. Et puis après, le deuxième enjeu important et sur lequel on a un vrai travail avec les verriers, c'est aussi le développement du réemploi. Oui, alors justement sur la consigne, on a reçu ici même il y a quelques semaines la filière des vins de Loire qui fait un gros travail sur le réemploi et la consigne. Est-ce que, parce que alors on réinvente quelque chose qui existait, qu'on faisait naturellement dans notre pays, qu'on a abandonné, que d'autres pays d'Europe ont moins abandonné d'ailleurs, on en est où sur la consigne des bouteilles de bière? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la filière brassicole, c'est la première filière, je dirais, très investie dans le réemploi. D'abord historiquement, même si ça ne concerne pas la filière verre, mais qui était les fûts. Aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de la bière en café, hôtel, restaurant qui est transportée par les fûts, qui sont avant tout, évidemment, c'est 17 millions de fûts en France, une durée de vie autour de 15 ans. Donc effectivement, le fût, c'est le premier emballage réemployable qui est depuis des années dans la filière brassicole. Après, est-ce qu'il faut adapter les bouteilles? Parce que je regarde mon parallèle avec le vin, où il faut... alors, c'était intéressant parce qu'il fallait à la fois recréer des bouteilles un peu plus lourdes pour qu'elles ne cassent pas, et puis aussi des colles pour que les étiquettes se décollent facilement, etc. etc. C'est ça, il faut effectivement une bouteille un petit peu plus lourde pour être un petit peu plus résistante, pour faire un nombre de rotations plus important. Et ce qui est visé avec un système efficace, c'est une 20 à 25 rotations pour que la bouteille soit... C'est pas antinomique? C'est-à-dire on peut mener les deux, c'est-à-dire on a à la fois alléger les bouteilles pour consommer moins de verre et... C'est complètement complémentaire. Ça existe depuis... Enfin, le réemploi a continué à exister depuis toujours. En CHR, dans les cafés et restaurants, il est toujours très présent. Quand vous prenez de l'eau minérale ou une boisson rafraîchissante, etc., ce sont des bouteilles réemployables. La vraie question qui est posée, c'est effectivement le redéploiement de la consigne au niveau des grandes surfaces, supermarchés, hypermarchés, où là, effectivement, le réemploi a disparu, sauf exception en Alsace dans les années 90. Si on donc, ce sont des filières de réemploi qu'il faut remettre en place, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une expérimentation qui est sur 4 régions, avec l'aide de notre éco-organisme Citeo. Donc aujourd'hui, on commence à redévelopper le réemploi avec, je dirais, une attention sur à la fois les conditions environnementales, économiques, mais surtout comment inciter le consommateur, parce que c'est un geste qu'il a parfois oublié, le réemploi. Donc c'est vraiment ce challenge. Et ce challenge, on essaye de le rendre, de tous ensemble et tous les acteurs de la filière, d'essayer de l'atteindre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un bouleversement en fait des filières. Économiquement, c'est des investissements importants pour l'ensemble des parties. Et je crois que c'est ça notre futur challenge pour les années à venir, c'est le développement du réemploi. Je voudrais revenir à la question des fours, là, de ce renouvellement dont vous nous parliez, durée de vie 15 ans, une fenêtre d'opportunité à ne pas louper. Ça suppose une innovation, c'est-à-dire les nouveaux fours. On continue d'innover ou alors ça y est, c'est une technologie qui est maîtrisée Les nouveaux fours, c'est vraiment une nouvelle conception de four. On change radicalement, puisqu'on change radicalement les énergies. On va être très électrique et beaucoup moins gaz. Donc c'est vraiment une conception nouvelle. Les premiers fours ont été installés en 2023 en Allemagne. Le tout premier four, donc c'est très récent. On aura forcément une courbe d'apprentissage qui va se mettre en œuvre. Et donc ça demande
de piloter ce four avec des nouvelles méthodes, il y aura un effet d'apprentissage, une courbe d'apprentissage classique, et ça demande surtout des investissements extrêmement lourds, et ça demande aussi, l'électricité est une énergie plus coûteuse que le gaz. On a un rapport quasiment de 2 à 3 en termes de coût, donc c'est une énergie plus onéreuse, et donc il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire accepter ces surcoûts au marché pour décarboner. Et j'évoquais aussi un point qui était la question du raccordement de nos usines. Terminons là-dessus. On a des usines un peu partout sur le territoire, très souvent proches des régions de production des vins, et donc quelquefois éloignées des grands centres et des lignes à haute tension, pour faire simple. Et aujourd'hui, pour raccorder une usine avec la haute tension, pour avoir la puissance électrique nécessaire, on est sur des coûts de raccordement d'environ 1 million d'euros du kilomètre. Et on a certaines usines qui sont à plus de 10 km, voire à 20 km. Donc vous rajoutez à l'investissement de votre four un investissement uniquement pour raccorder, pour amener l'énergie, de pratiquement 20 millions d'euros. Donc là, il y a des vraies questions qu'on est en train de regarder avec les pouvoirs publics pour voir comment les choses peuvent se mettre en place pour que notre stratégie de décarbonation ne soit pas freinée par ce type d'enjeux qui sont extrêmement prégnants. Oui, parce que si on rajoute les investissements pour changer de four Absolument. avec le raccordement, ça fait beaucoup. Et peut-être que ça s'arrête. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer à produire localement, proche de nos clients, parce que c'est une dimension très importante. Si on travaille sur l'impact carbone de nos emballages, il faut qu'on soit effectivement le plus à proximité de nos clients. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact. C'est la rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Hubert de Boisredon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le PDG d'Armor Group. Vous publiez Le courage des chefs, vivre et diriger autrement. C'est aux éditions MAM avec cette notion de compagnonnage dont on va parler, que vous nous expliquerez tout à l'heure. Je veux bien que vous nous présentiez Armor Group pour commencer, fondé en 1907, si je ne me trompe. Autour de quel métier ? Oui, en fait, fondé en 1922. Exactement. 1922. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, effectivement, je dirige Armor Group depuis 2004. Armor Group, c'est une vieille entreprise nantaise, française, puisque elle a démarré avec le papier carbone, le fondatrice du papier carbone, qu'utilisaient nos grands-parents pour copier les devoirs de leurs amis absents à l'école, voilà. Puis ensuite, elle a développé les rubans de machine à écrire, les rouleaux de fax, les cartouches jet d'encre, les cartouches laser qu'on fabrique encore, qu'on remet à neuf. Et le cœur de votre métier aujourd'hui, voilà, c'est quoi ? Et le cœur de notre métier, c'est les rubans transfert thermique, qui sont des rubans d'impression qui impriment les étiquettes code barre et les QR codes. Et Armor Group était numéro 4 quand je suis arrivé en 2004, et aujourd'hui est largement numéro 1 mondial. Ça, il faut savoir qu'à peu près 4 étiquettes code barre sur 10 dans le monde sont imprimés par un consommable fabriqué par Armor Group. On s'en rend pas compte, mais vous êtes dans nos vies tous les jours, quoi. Armor est dans la vie de chacun tous les jours, que ce soit dans l'étiquette du saumon frais, du téléphone portable, de la voiture, chacune requérant des caractéristiques différentes, parce que entre l'étiquette qui dure 3 semaines alimentaire ou l'étiquette qui doit résister à la chaleur, à la boue, à l'huile, etc., c'est des qualités d'impression complètement différentes. Ouais, effectivement, avec quelques chiffres, 2450 collaborateurs répartis dans une vingtaine de pays sur 4 continents, un chiffre d'affaires 2024 annoncé de 446 millions d'euros avec différentes filiales, c'est ça ? Il y a 4 filiales. On a une vingtaine de filiales dans le monde. On exporte 90% de notre chiffre d'affaires hors de France, à peu près plus de 50% hors d'Europe. On a un tiers de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, donc effectivement, on est impacté aujourd'hui par ce qui se passe aux États-Unis, évidemment. On est quand même très répartis entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. En fait, Armor Group, si vous voulez, c'est vraiment caractéristique des ETI, un peu à l'image du Mittelstand allemand à la française. Qui fait la force de l'économie allemande depuis des années. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui défendent à fond les entreprises de taille intermédiaire, que j'appelle entreprises de taille idéale d'ailleurs, parce que ce sont des entreprises qui créent beaucoup d'emplois dans les territoires. On emploie 800 personnes à Nantes, mais qui indirectement font vivre plus de 5000 personnes. Donc ensuite, c'est des entreprises qui sont leaders en innovation. Les ETI, ça représente 35% de l'innovation, 35% des emplois.
et leader à l'exportation. Donc c'est vraiment important de soutenir les ETI en France actuellement. Ouais, et puis on va consacrer toute une partie de cet entretien à votre programme Impact 2030, engagement stratégique sur cette période-là qui nous mène jusqu'en 2030. Mais alors je voudrais parler un peu de vous. Votre parcours, il est assez atypique. Il y a eu quoi? Il y a eu de la microfinance au Chili, c'est ça? Oui, c'est quoi l'histoire de Oui, en fait, j'ai eu un parcours parcours assez atypique, qui n'était pas du tout programmé comme ça. Puisque après mes études, dans le cadre de mes études d'HEC, j'ai étudié à New York. À New York, j'ai vécu une expérience assez impactante. En fait, c'était le New York de Ronald Reagan. C'était mon livre de finance internationale. C'est le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires, Milton Friedman. Bon, et en même temps, je voyais beaucoup de pauvreté à New York, beaucoup de désordre, etc. Et donc, je me suis à ce moment-là posé des questions. J'avais 21 ans sur le sens de ma vie, ce que je voulais faire. Et ce qui m'est apparu, c'est que je voulais donner du sens à mon goût pour la finance et l'entreprise. Et je suis, par un hasard de rencontre, j'ai fait un VIE, enfin un volontariat, dans une banque de développement au Chili, dont le Crédit Agricole était actionnaire, qui était piloté par l'ancien ministre de l'économie du gouvernement d'Eduardo Frei de démocratie chrétienne au Chili, et qui était spécialisé dans le développement du logement social et de la petite entreprise. Et là, avec un ami, on a réalisé que, au-delà de ce que cette banque faisait, il y avait 400 000 micro-entreprises, entreprises de 1 à 10 personnes, qui employaient la moitié de la population active chilienne et qui n'avaient aucun accès au crédit bancaire. Et au même moment, on a appris l'existence de la Grameen Bank au Bangladesh, fondée par Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix aujourd'hui. Et en fait, ça nous a beaucoup impacté. Et on s'est dit, mais si ça existe au Bangladesh, pourquoi ça n'existerait pas au Chili? Et donc moi, je suis resté de 2 ans, je suis resté finalement 7 ans au Chili pour développer cette banque de microcrédit qui s'appelait Contigo avec toi. Ça a été une aventure passionnante et qui m'a montré, si vous voulez, à quel point l'entreprise, quand elle est mise au service de plus grand que soi et d'un bien pour tous, en fait, peut être extrêmement vertueuse. Et ça me marque encore aujourd'hui. Et ça vous guide dans votre rôle actuel? Évidemment, c'est-à-dire que alors que le Hubert de 21 ans, qui était un peu choqué de dire le seul but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit, même si je suis un fervent défenseur de la rentabilité des entreprises, soyons clairs. Mais ça ne peut pas être le but. Pour moi, c'est le moyen. Et le but, pour moi, c'est l'épanouissement des personnes et c'est la transformation du monde, c'est l'amélioration du monde. Et là, j'ai vu au Chili, en fait, que une banque de microcrédit dans un quartier, on soutenait le développement d'un menuisier, et puis d'un poissonnier, et puis d'un fabricant d'un oracle, les uns s'achetant aux autres. Petit à petit, on a vu tout le quartier se développer. Donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et moi, ça m'a fait dire, l'entreprise, ça vaut la peine. J'ai pas besoin d'aller forcément dans l'associatif. Je veux être un entrepreneur ambitieux pour mon pays, mais avec une finalité qui a une dimension sociale. Sociétale, on va dire. Voilà. On y reviendra avec l'Impact 2030. Évidemment. Et alors, je voudrais qu'on s'appuie sur votre livre, Le courage des chefs, vivre et diriger autrement, publié aux éditions MAM. Et alors, il y a 2 mots. On va parler de compagnonnage dans un instant, mais il y a cette idée de vulnérabilité aussi, qui me semble un mot important. Et j'ai reçu sur ce plateau, il y a quelques semaines, Alexandre Fayolle, qui est le président d'Advance for the Planet, qui a écrit un livre sur la vulnérabilité, qui sponsorise des bateaux Vendée Globe avec ce mot vulnérable, et qui nous disait ceci, on va le réécouter. Et en fait, ces situations de vulnérabilité qu'on rencontre tous les jours dans l'entreprise, qui ont des niveaux d'impact très légers à très forts, sont chacune des opportunités pour évoluer, pour se transformer. Et c'est comme ça qu'on opère une transition dans une organisation. C'est en créant des organisations très vivantes, très résilientes, et qui vont se transformer continuellement et profiter de chaque crise, chaque opportunité pour évoluer et progresser. Vous dites, je vais vous citer, « Se reconnaître vulnérable, c'est enlever l'armure, faut refuser les masques et les cuirasses qui nous empêchent d'assumer notre authenticité pour oser aimer l'autre, collaborateur, client, fournisseur. » Comment vous faites de la vulnérabilité une force, un atout? Oui, alors déjà, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait partie des dirigeants qui ont proposé leur portrait vulnérable donc à l'exposition d'Alexandre Fayolle. Mais si vous voulez, la vulnérabilité, on a tendance à la voir comme de la faiblesse. Alors qu'au contraire, je pense que être vulnérable demande énormément de courage et de force. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que le dirigeant ne va pas montrer qu'il ne sait pas, par exemple, ne va pas oser dire ses points peut-être plus fragiles? C'est en fait la peur d'être mis en cause. C'est la peur qu'on découvre qu'il n'est peut-être pas tout puissant.
Et en fait, cette peur est le contraire de la force. Cette peur le rend vulnérable, mais il ne montre pas sa vulnérabilité. Alors que celui qui ose dire simplement, écoutez, la vérité, c'est que dans cette situation-là, j'ai pas la solution. Par contre, je crois que collectivement, nous pourrions l'avoir. Et moi, j'ai besoin d'avoir votre avis pour qu'on définisse ensemble une perspective, des plans d'action, une stratégie, etc. Ce dirigeant-là va être beaucoup plus fort. Parce qu'il va savoir mobiliser un collectif. Et ça ne veut pas dire que, en tant que dirigeant, vous ne tranchez pas, vous ne prenez pas des décisions, et parfois des décisions qui vont déplaire à certains quand elles plaisent à d'autres. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Mais je pense que être vulnérable, enfin, je fais le lien direct dans le livre Le courage des chefs. Ce courage des chefs que je veux mettre en avant, c'est pas un leadership de la puissance et de la domination. C'est un courage, c'est un leadership de l'authenticité et de la relation. En fait, il y a un lien entre vulnérabilité et authenticité. En fait, on est vulnérable quand on se montre tel qu'on est vraiment, tel qu'on est authentique. Et ça, je pense que c'est, moi, en parlant avec un certain nombre de jeunes notamment, c'est vraiment une vraie aspiration de pouvoir, même avec leur patron, avec leur manager, etc., avoir des relations simples en vérité. Mais alors moi, j'ai vécu, ou des proches ont vécu, le management par la peur. Oui, mais moi aussi je l'ai vécu, d'ailleurs j'en parle, j'ai vécu chez Rodia notamment où j'étais dans les derniers temps, une expérience d'un dirigeant, management par la pression, par la peur et la défiance. C'est-à-dire que, c'est terrible. Mais sauf qu'on pourrait se dire, c'est un vieux modèle, sauf qu'il est parfois encore à l'heure. C'est un modèle qui est extrêmement fort. Vous devez entendre tous les jours sur ce plateau, souvent en tout cas, des personnes qui vous disent que dans une présentation devant certains même présidents du CAC 40, ils en arrivent à pleurer parce qu'il leur met des pressions absolument incroyables, il leur explique qu'ils sont complètement nuls, qu'ils n'ont rien compris, etc. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on fait progresser les entreprises, et c'est pas comme ça qu'on fait aimer l'entreprise. Et je pense que démolir la personne, la détruire, ne la fait pas grandir. Moi, je crois je vous interromps, mais ça participe de la mauvaise image, parce que c'est pas seulement en France, mais en France, on a un rapport aux entrepreneurs qui est assez particulier, schizophrénique, caricatural parfois. Mais ce qu'on décrit ensemble, c'est-à-dire ce management par la peur, ça y participe? Mais bien sûr, parce que ça donne une image que l'entreprise est froide, que l'entreprise n'est pas relationnelle. Par exemple, on a appris dans nos grandes écoles souvent, et puis dans certains, en tout cas grands groupes, que voilà, j'avais un patron qui me disait, voilà, si tu veux être un dirigeant efficace, tu dois ne jamais montrer tes émotions. Tu dois exécuter, être capable de licencier une personne sans que tu te poses de questions. Mais ça, c'est d'une efficacité de court terme, mais ça produit quel impact sur les salariés derrière? Je dis, ce dirigeant complètement inhumain, je n'ai aucune envie de le suivre. Donc ils vont ne pas lui dire en face ce qu'ils pensent par peur, et donc ils vont le laisser se planter tout seul. Et ce que je dis sur le plan économique est vrai sur le plan politique aussi. Oui, c'est-à-dire c'est sûr que des politiques qui reconnaissent leur vulnérabilité, on ne va pas en trouver beaucoup. Oui, mais n'empêche que si vous voulez reconnaître simplement qu'on ne sait pas, reconnaître qu'on a besoin de l'autre, en fait, c'est ça. En fait, je considère que c'est considérer la personne, et en fait, c'est être un leader qui entraîne. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur ce mot compagnonnage que vous utilisez pour décrire un mode de leadership. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot compagnonnage? Alors, si vous voulez, la conviction que je mets en avant dans le livre Le courage des chefs, c'est que le monde a besoin de leaders cohérents et alignés sur leur idéal, et qui sont capables de trouver une voie qu'on appelle le leadership de la ligne de crête entre les contraintes du réel et cet idéal. Mais le constat, c'est que c'est très difficile, quand on reste seul, de rester fidèle à son idéal. Parce qu'il y a la pression du regard des autres, il y a les injonctions, il y a les tentations de la gloire, de l'argent et de l'ego qui sont là, qui font qu'on peut très facilement dévier, et on le voit tous les jours, que ce soit en économie ou en politique. Et donc la conviction, c'est qu'on a besoin, en fait, pour rester cohérent et aligné, d'une altérité. C'est-à-dire d'un vis-à-vis, ou de plusieurs vis-à-vis, mais de vis-à-vis d'une personne de confiance qui soit suffisamment proche et bienveillante pour nous encourager quand on est fidèle à notre projet, mais qui soit aussi suffisamment libre pour nous interpeller quand il voit qu'on est en train de se mettre sur le côté. Mais ça a quelles conséquences dans l'organisation d'un groupe comme le vôtre? Alors, la démarche de compagnonnage que l'on propose notamment, parce qu'on avec un associé qui s'appelle Louis Faure, on a développé... alors ça c'est en complément d'Armor Group, une entreprise d'accompagnement de dirigeants qui s'appelle EOTECUM. D'accord.
Et Eotecum, ça veut dire, en latin, ça veut dire j'y vais avec toi. On a remplacé le C du cum par un K, donc Eotecum. Et on propose cette démarche de compagnonnage. Bon, ça se fait pas forcément dans l'entreprise et pas forcément. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en compagnonnage avec Louis. Mais mes collaborateurs ne le voient pas, Louis. Enfin, c'est-à-dire que c'est par contre. Mais est-ce que vous pourriez pardon, je vous interromps, mais est-ce que vous pourriez décliner, je repose la question sur l'organisation d'un groupe comme le vôtre, d'une ETI, est-ce que ça peut se décliner dans l'organisation? Bien sûr, et de fait, on propose aussi des accompagnements de changement d'organisation, en proposant au sein des équipes des compagnonnages. Alors, on va l'appeler plutôt binomage parce que c'est plus, c'est pas forcément sur la même durée, mais où, par exemple, il peut y avoir un binomage entre un responsable marketing et un responsable industriel. Le but étant de s'aider à réussir chacun. Voilà, c'est vraiment le but. C'est toujours dans le compagnonnage. Je confie une intention de progrès. Sur quel domaine j'ai envie de progresser. Et l'autre m'aide et peut m'interpeller sur ce sujet. Il n'a pas autorité à m'interpeller sur n'importe quel sujet, sur ma vie personnelle, etc. Mais sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, ça peut être s'aider à mieux être en relation avec ses collaborateurs, à peut-être mieux présenter ses projets, à être plus clair, etc. Et donc, ça crée aussi une complicité, un peu comme l'image la meilleure qu'on a, c'est celle de la cordée pour grimper un sommet. On y va seul, on est en risque. On est en cordée avec un compagnon de cordée, eh bien, on est beaucoup plus solide. Et s'il y a un dérapage, l'autre nous retient. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et en même temps, il nous encourage, vas-y, t'es bientôt arrivé. Je l'ai vécu dans l'ascension du Mont Blanc. Heureusement que j'avais des compagnons de cordée pour me soutenir quand j'avais plus du tout de gaz. Alors, il y a un principe dans cet entretien, dans ce Prêt pour l'impact, c'est que l'invité pose une question à celui qui va lui succéder sur ce plateau. La semaine dernière, on avait Ludovic Duplessis, qui est le président de la maison de champagne Telmont, et voici sa question. Bonjour Hubert, déjà je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Car vous êtes un grand groupe et vous arrivez à faire bouger les choses. Donc bravo pour ça. Et donc ma question, elle est très simple. Je pense que vous êtes à peu près 2000-2500 collaborateurs dans le groupe. Comment est-ce que vous arrivez à fédérer ces 2500 collaborateurs autour de ces notions d'environnement? Voilà, c'est pas juste le CEO qui doit y aller, c'est un combat qu'on doit tous soutenir. Et donc comment est-ce que vous arrivez à fédérer tout le monde? Et alors, ça ouvre évidemment le chapitre de cet entretien autour de cet engagement stratégique Impact 2030. C'est pas si facile de fédérer quand on a 2500 collaborateurs et qu'on est sur 4 continents. Je remercie beaucoup Ludovic Duplessis pour sa question, parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Fédérer les équipes autour d'un projet. C'est vrai que notre projet d'Armor Group, c'est, en résumé, de réconcilier industrie, technologie, écologie. Voilà. C'est de croire que tout notre savoir-faire peut être mis au service d'une amélioration de la lutte contre le changement climatique, etc. Et on a, pour ça, bâti un programme qu'on appelle Impact 2030 avec les équipes, qui vise en fait à réduire, premier objectif, de 35% de nos émissions de carbone d'ici 2030 et d'aller vers la concrétisation des accords de Paris. Mais là où ça a une spécificité, c'est qu'on pourrait se dire, on a un business plan business d'un côté, avec des chiffres de rentabilité, et puis de l'autre côté, on a un truc développement durable, RSE, sur le côté. Ce que j'ai souhaité avec les équipes, c'est d'avoir un seul plan. Notre plan stratégique, il unifie le business, les objectifs de rentabilité et les objectifs 24-2030, avec une conviction, c'est que pour qu'on soit efficace sur les réductions d'impact carbone, il faut aussi qu'il y ait un sens économique à ça. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, on remanufacture, on remet à neuf des cartouches d'impression laser pour les entreprises. Bon. Eh bien, plus on en fait, plus ça réduit l'empreinte carbone, parce que ça veut dire, là, par exemple, on fabrique 2 millions de cartouches laser remises à neuf. Eh bien, c'est 2 millions de cartouches qui ne sont pas brûlées, jetées, incinérées, mises en décharge, etc., et que l'on préserve pour l'environnement. Plus on le fait, plus ça développe notre business en même temps. Ensuite, nos équipes viennent d'innover dans un nouveau produit qui s'appelle la WR XL, qui est un ruban d'impression, qui est sans solvant, qui est ultra fin. On a réduit le grammage de plastique de 30%. Il a des propriétés exceptionnelles. Eh bien, plus les équipes vont le développer avec succès, plus ça va avoir un impact carbone. Enfin, on vient de construire une nouvelle usine de composants pour batteries, de collecteurs enduits. On a investi 40 millions d'euros pour cette usine. Ces composants permettent d'améliorer la performance des batteries lithium-ion et sodium-ion, etc., de 20%.
Bon, plus on va développer ces batteries-là, plus ça va avoir un impact positif sur l'environnement. Ouais. Donc c'est vraiment ça la logique. C'est de dire, voilà, il faut avoir des objectifs qui sont réalistes, qui sont motivants pour tous. Ouais. Et là, c'est comme ça qu'on devient efficace. Ce que j'entends, c'est une logique d'éco-conception, en fait. Oui. Ça passe par l'innovation. Ça passe complètement par l'innovation. Par exemple, on a un programme qui s'appelle GRAMS, qui vise à diminuer les grammages, l'épaisseur d'encre sur nos produits, l'épaisseur du plastique. Un autre produit qui s'appelle ANAV, Analyse de la valeur, où on va aussi remplacer par exemple des produits polluants par des produits bio, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de viser une amélioration, mais toujours que c'est une cohérence économique. On peut pas... Je vois, ça marche pas. Si vous avez un produit qui est vendu 100 et que pour le rendre écologique, il vaut 300, il n'y aura pas de clients et à la fin, ça va rater. Et mon expérience, c'est qu'il faut viser cette convergence, donc cette ligne de crête. Même si ça prend un peu plus de temps, parce que ça veut dire qu'il faut avoir conçu le produit, s'assurer qu'il est rentable pour le proposer, ça demande effectivement de fixer des objectifs clairs aux équipes et que l'énergie soit bien concentrée là où elle doit être, c'est-à-dire cette unité, cette ligne de crête entre business et écologie, toujours. Ouais. Et alors, ça passe aussi par un peu plus de sobriété, parce que c'est aussi un mot, c'est-à-dire que par exemple, une réduction de votre consommation d'énergie, quand on construit une nouvelle usine, j'imagine qu'on intègre cette dimension aussi. Évidemment, là par exemple, on vient de faire un investissement de plusieurs millions d'euros d'un recycleur de solvants qui fait que nous n'aurons plus besoin d'acheter du solvant, que tous les solvants qu'on utilise vont être recyclés. Donc ça veut dire pas d'émissions, pas de dépenses de solvants, et puis effectivement un gain économique, puisque moins d'achat de solvants veut dire meilleure rentabilité pour nos produits. Est-ce qu'il y a aussi une logique de souveraineté derrière ça, qui n'est peut-être pas prioritaire, mais qui finalement, plus on va dans une économie circulaire, c'est mécanique, j'ouvre une porte ouverte, mais bon, plus on est souverain. La souveraineté nationale, la réindustrialisation de la France est un des sujets qui me motive énormément, qui motive beaucoup de TI d'ailleurs. J'étais lundi dernier au dîner avec le président de la République de Choose France, qui rassemblait l'ensemble des entreprises qui investissent en France pour développer. Et c'est indispensable. Par exemple, Armor est actionnaire de nouvelles unités industrielles pour devenir le leader des fabrications de panneaux solaires photovoltaïques en Europe, qui sera en Moselle, qui s'appelle Holosolis, et qui va créer 2000 emplois. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un secteur dans lequel on était bon et qu'on a laissé filer. Est-ce que vous réalisez que 98% des panneaux solaires en France sont importés de Chine ? Bien sûr. On est complètement dépendant. Nous-mêmes, on a essayé de développer un projet de film photovoltaïque, on a dû arrêter. On a une entreprise voisine qui a dû fermer, licencier 50 emplois. Mais ça sert à quelque chose quand même d'essayer encore. Mais absolument, parce que je pense qu'il y a d'une part, il faut qu'on arrête d'être naïf. Une des raisons de nos échecs, de cette invasion de produits chinois, c'est que les produits chinois n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Que ce soit sur l'emploi, parfois même des enfants, des personnes, du droit social, des contraintes de l'environnement, et on se laisse envahir de produits. L'exemple de Shein, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai aussi des panneaux photovoltaïques. On laisse entrer des produits, alors qu'ici, on a des exigences absolument terribles. Donc, il faut pas respecter les mêmes normes. Donc moi, je suis pas un fan des droits de douane, mais il faut mettre sur ces produits-là des protections, c'est évident. C'est européen, ça. Voilà, au niveau européen. Ça, c'est urgent. Sinon, on va avoir des pans entiers de notre industrie qui vont disparaître. D'autant plus que les Américains, eux, mettent des protections très fortes. Résultat, les producteurs chinois envahissent l'Europe des produits qu'ils ne peuvent plus envoyer aux États-Unis. Donc, il faut qu'on réagisse très vite quand même, parce qu'on est menacé de manière très claire. Quand on parle de réindustrialisation, il y a quand même un écueil qui est l'écueil de l'acceptabilité. C'est-à-dire que si on a laissé filer certains secteurs, c'est parce qu'on ne voulait plus avoir d'usines polluantes, de mines à proximité de chez nous. Oui, alors en partie, je pense aussi qu'il y a un peu l'illusion de vouloir toujours acheter les produits moins chers. On peut comprendre, mais au point où ça se retourne contre nous. C'est-à-dire, j'étais responsable chez Rhodia du paracétamol et de l'aspirine en vrac au niveau mondial. J'ai assisté à comment on a petit à petit stopper toutes nos usines de paracétamol, et puis après on pleure et on va redépenser des millions et des millions pour recréer ce qu'on avait en fait. Mais on a voulu gagner de l'argent à court terme, et résultat ça se retourne contre nous parce qu'on se retrouve complètement dépendant. Donc je pense qu'il faut revenir encore une fois au sens de l'économie. L'économie, c'est construire. L'économie doit être au service quand même des populations, des pays, et aussi dans une certaine indépendance.
parce que sinon, on rentre dans des jeux de pouvoir qui nous font du mal et qui font qu'on est très affaibli à la fin. Vous le dites, et vous l'avez expliqué, il faut réconcilier en quelque sorte cette ambition industrielle et l'urgence écologique en gardant l'objectif de rentabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choix stratégiques que vous n'avez pas fait alors qu'ils pouvaient réduire l'impact environnemental de vos activités parce que tout simplement vous avez dit mais on va dans le mur, ce ne sera pas rentable. L'exemple, c'est nos films photovoltaïques souples. Je pensais que c'était une excellente... Enfin, là, on a beaucoup investi. On a investi 100 millions d'euros, donc c'est énorme. Et ça pouvait couvrir les toits fragiles, les façades de bâtiments, plutôt que de couvrir des surfaces agricoles. Ça pesait 30 fois moins lourd que des panneaux solaires. Ça utilisait ni métaux rares, ni silicium. On aurait pu créer des centaines et des milliers d'emplois. Ça cochait énormément de cases. Voilà, simplement, les énergéticiens français clairement m'ont dit, nous, on préfère importer des panneaux chinois, ça nous coûte moins cher, on a plus de marge. Pourquoi on va aller soutenir une innovation française ? Et bon, à la fin, on a dû acter. Et puis après, les contraintes réglementaires étaient telles que c'était très difficile. Le gouvernement trouvait que c'était génial, mais finalement, on n'a pas débloqué les fonds pour nous aider suffisamment, etc. Donc, on a dû arrêter. Et c'est dommage. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas cesser de vouloir innover. Je pense que c'est aujourd'hui le muscle du rebond économique français, c'est l'innovation. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'innovation. Le crédit impôt recherche, en tout cas pour les PME, ETI, est absolument essentiel. Parce que c'est ça qui va nous permettre de relever la tête. Un dernier mot sur cet engagement collectif dont on a parlé. Est-ce que c'est aussi, ça améliore votre marque employeur, est-ce que ça vous permet de mieux recruter, de mieux fidéliser vos salariés ? Ah oui, absolument. Je pense que notamment les plus jeunes aujourd'hui, en fait, recherchent un environnement d'entreprise qui leur permet de rejoindre leur idéal. Il y a quand même tout de même encore un idéal, une conscience du chaos climatique et de l'état du monde, même si aujourd'hui on dit qu'il y a un peu un retour en arrière. Enfin, les jeunes, ils savent très bien que c'est eux qui vont porter l'avenir. Et la deuxième chose, ils veulent un environnement humain positif. C'est-à-dire que, et là on revient à nos discussions d'avant, la qualité de relation avec leur manager est essentielle. D'où l'importance aussi d'un management humain, d'un management de la relation. Et d'un leadership qui donne du sens. Merci beaucoup Hubert de Boisredon et à bientôt sur Bismart Fortune. Je rappelle le titre de ce livre, Le courage des chefs, c'est publié aux éditions MAM. À bientôt et encore bravo. Merci. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups. J'accueille Sandrine Morieux, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de toutpourlesaidants.com qui a une bonne année d'existence. Pourquoi vous l'avez créée ? Quelles sont les missions de cette plateforme ? La mission, c'est d'accompagner les familles, parce que moi, je les ai accompagnées, mais sur d'autres domaines pendant très longtemps, mais d'accompagner en l'occurrence les familles qui ont un proche âgé à domicile, qui petit à petit, ce proche-là rentre dans une perte d'autonomie déjà, avant d'arriver à un moment donné dans une dépendance quand même un peu plus accentuée. Et en fait, je me suis rendu compte, le constat, c'est de se dire, et je pense que je suis pas la seule pour le coup, de voir que malheureusement, en fait, on démarre en fait certaines actions, malheureusement quand la dépendance est déjà trop installé, quand c'est trop tard. Donc on parle beaucoup de faire de la prévention, donc on a pas mal d'injonctions en fait pour essayer de pousser les gens à le faire. Et bon, de par mes biais culturels qui sont sortis un petit peu de France, c'est vrai que je vois les choses peut-être un peu différemment. Et j'ai l'impression qu'on devrait, ou en tout cas on pourrait attaquer les choses de manière un peu plus positive, un peu plus agréable pour donner envie en fait. Donc aider les aidants. Il y a des profils de proches aidants où finalement on se rend compte que ça concerne un peu tout le monde. En fait, ça rajeunit. Donc sur les aidants, alors sur les estimés 11 millions d'aidants en France, ce qui doit être sous-évalué quand même. Une majorité effectivement accompagne un parent âgé, c'est parfois leur conjoint, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, et c'est vrai qu'on se rend compte que plus ça va, plus l'âge en fait moyen de l'aidant réduit. Donc on devient aidant de plus en plus jeune parce que c'est vrai qu'on a des enfants de plus en plus tard. Donc il y a une vraie problématique en fait, sociale, sociétale. Alors,
quels besoins vous avez identifiés et quels services vous proposez avec la plateforme? Comment vous répondez à ces besoins? C'est toute la difficulté parce qu'en fait, on est quand même face à un très grand, vaste sujet, et donc forcément avec des personnalités, des centres d'intérêt très différents. Et donc le principe de la plateforme, c'est justement de ne pas essayer de penser pour les gens, mais au contraire de leur offrir en fait un panel, une variété la plus large possible, la plus exhaustive possible, de produits, de services, pour laisser l'occasion en fait à chacun de pouvoir sélectionner en fait avec des grands chapitres, le logement, les loisirs, les bien finances. Sûr, oui, on tourne autour de tout ce qui après a trait à l'avancée en âge. Donc ça peut être effectivement l'adaptation du logement, la mobilité, mais après des solutions auxquelles on pense moins, c'est-à-dire le lien social, les loisirs, voilà comment se faire plaisir en fait. En vous écoutant tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez picoré à l'étranger des exemples à suivre, c'est ça? Moi, j'habite en fait aux Pays-Bas. D'accord. Donc voilà, je pense que la culture néerlandaise m'influence énormément. Et comme j'ai travaillé dans une entreprise de la silver economy néerlandaise pour le marché français, mais il y a quand même une conception qui est moins médicale, moins tournée vers le soin, que j'ai trouvé intéressante parce que justement, elle a tendance à arriver à convaincre de manière plus douce les personnes d'accepter des choses qui sont adaptées à leur capacité actuelle, sans forcer le trait, finalement. Parce qu'il faut convaincre? Mais je pense qu'il faut convaincre, en fait. Je pense que les personnes âgées, on a tendance à les mettre sous le scope des malades et des gens fragiles. Et à mon sens, c'est pour ça, en fait, qu'elles refusent finalement la plupart des solutions qu'on leur propose, parce que c'est finalement très stigmatisant. Je pense que la vraie inclusion, c'est de les positionner dans un profil, alors faut pas mal interpréter, mais en tout cas de consommateur. C'est-à-dire que je pense qu'on peut parfaitement leur dire, voilà, de quoi vous avez envie. Pas forcément de quoi vous avez besoin, mais déjà de quoi vous avez envie. Et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée déjà pour leur faire accepter des choses qui sont adaptées à leur capacité actuelle et qui petit à petit leur font certainement accepter des choses un peu plus impactantes au quotidien. Donc une bonne année d'existence, premier bilan, premier retour d'expérience. C'est toujours un peu la problématique quand on lance un projet comme ça, parce que nous on a une double problématique, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on attire l'intérêt des familles, donc ce qui passe par un grand biais de communication, et puis nos messages devaient déjà être bien positionnés. Et puis derrière, c'est comment nous être légitimes auprès des professionnels de la silver economy, qui sont nos clients. En fait, notre modèle économique repose sur des abonnements. Donc en fait, il fallait jouer sur les deux plans. Et là, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans une vraie bonne dynamique. Voilà. Bon, vous avez anticipé ma dernière question sur le modèle économique. Donc c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est ça? Totalement. Oui. Et donc qui paye? Du coup, les professionnels, parce que le principe, c'est que nous, quelque part, on arrive à être de plus en plus visible directement auprès des familles, d'arrêter en fait ce principe, enfin d'arrêter en tout cas de nous distinguer, de ne pas faire ce principe de prescripteur par les relais médicaux ou publics, mais d'être vraiment présent en direct auprès des familles. Donc ça demande beaucoup de moyens, forcément, et du coup d'améliorer la visibilité des solutions du bien vieillir par ce biais-là. Merci beaucoup Sandrine Morieux et bon vent à votre plateforme toutpourlesaidants.com. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, Alexis Sanchez pour le son. Belle journée.